avoir, allez, on veut un meilleur parc, on veut des plus grands cages de foot, etc. On fout ça. Parce que je vous dis une chose claire, et je pense parler pour tout le monde en disant ça, le jour, à la seconde même, où on lâchera les pattes de notre continent, la seconde même où on remboursera, parce qu'on nous parle de dette, j'entends le... C'est-à-dire que le pays qui... L'oligarchie, ouais, c'est ça, il nous pille, et en plus, on est endetté. C'est quand même assez extraordinaire d'entendre ça. Et c'est ce degré de schizophrénie, de débilité, c'est pour ça que quand on parle de concret, ça c'est très concret ce qu'on dit. C'est très concret ce qu'on dit. Parce que je vous dis que la France sera beaucoup moins noire, sera beaucoup moins arabe. Il sera même beaucoup moins un tas d'autres choses le jour où chaque pays pourra décider de sa propre destinée. Voilà. Mais ça veut dire le problème de l'immigration sera réglé. Ben oui, il n'y aura pas besoin qu'il y ait des gros ports à la hortefeux qui viennent et qui nous disent qu'ils sont effectués. Quand nous parle d'immigration clandestine, excuse-moi de rebondir là-dessus, on nous parle d'immigration. Mais l'immigration, il faut déjà connaître les causes de l'immigration. Parce que les gens qui viennent en France, ils ne viennent pas avec des belles valises et le sourire. Super, on va aller s'installer là-bas, tout est préparé. C'est faux. Tous ces pays issus de l'immigration, comme par hasard, ce sont des pays à connotation francophone. Qui dit francophone, ancienne colonie de l'Empire français. Et l'immigration, elle est due à quoi? Eh ben, un appauvrissement, un pillage de tous ces pays-là. Et comme on met des valets à la place de personnes dignes de représenter leur population, on met des valets, qu'est-ce qui se passe? On étrangle les populations. Ces populations-là, avec toute cette mondialisation où le modèle, c'est le modèle occidental, mais quand on a faim, on n'a pas le même, on n'a pas l'esprit pour analyser et bien réfléchir. Et bien ces gens-là, ils risquent leur vie pour traverser la Méditerranée, à croire à un bonheur qu'il y a ici. Mais alors que quand ils arrivent ici, c'est notre souffrance. Mais ça veut dire que vous êtes mal en France et que si tout cessait, vous retourneriez en Afrique? Bah oui, tout à fait, bien sûr. Parce que là, en fait, excuse-moi de te couper, mais là, en fait, on est en train d'analyser le problème. Dans les médias, on n'analyse pas le problème. On voit seulement la surface. On voit, on brûle des voitures. Pourquoi on brûle des voitures? Le but, c'est pas de brûler les voitures en soi. C'est pas du tout utile. Il faut essayer de réfléchir, de voir pourquoi est-ce qu'il y a une souffrance. Pourquoi est-ce qu'on se réunit aujourd'hui dans un parc? Pourquoi on est ici debout? Moi, ça m'amuse ici. Je suis congelée. Voilà, ça m'amuse pas du tout. C'est que là, il y a un réel problème et il faut essayer d'aller au fond du problème. Le fond du problème, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est la post-colonisation. Au départ, il y a eu quoi? Il y a eu l'esclavage. Ensuite, il y a eu la colonisation. Et maintenant, il y a l'immigration. L'immigration de masse, c'est des personnes qui se sacrifient, qui traversent la mer Méditerranée pour venir ici et on ne se pose pas de questions. Tout ce qu'on fait, c'est de mettre des barrières, de dire non, vous venez pas. Non, voilà, des tests ADN. Des tests ADN. Il y a tous les jours des personnes qu'on envoie dans des avions, on leur dit, allez hop, retournez chez vous. Et vous croyez qu'ils sont contents? Vous croyez qu'ils sont contents des personnes de s'arracher de leur pays, de leur famille et de venir ici mendier? Vous croyez qu'ils sont contents? Non, ils ne sont pas contents. C'est que là, on voit seulement les conséquences. Ce que je demande, moi, c'est qu'on règle le problème réellement. Pas seulement on ne voit pas seulement la surface. Aussi, j'aimerais dire aussi que, par rapport à notre frère Kémy Sava, c'est qu'on arrête cette diabolisation. De dire que c'est le nazi noir, c'est un raciste, c'est un anti-blanc, c'est un anti-arabe. Non, pas du tout. C'est que là, on s'est retrouvés sur des idées. On s'est retrouvés, il y a un consensus sur ce problème-là, sur cette souffrance-là. Donc maintenant, aujourd'hui, on est ici et on discute et on veut des solutions. Et on vous demande pas la charité, loin de là, on vous demande pas la charité. Personne pour la charité. Pas du tout, nous ne demandons pas la charité, nous faisons un constat. Et après le constat, il y aura une lutte et il y aura une solution, Inch'Allah. Mais donc vous disiez, vous êtes mal en France en fait. Tout à fait. Vous ne considérez pas dans votre pays. Tout à fait, ici. pas du tout. Mais si un Chinois va au Sénégal, c'est-à-dire qu'il est sénégalais? Si, j'ai du mal à comprendre un petit peu. C'est-à-dire qu'on a tellement été loin dans l'aliénation et dans la déstructuration mentale qu'aujourd'hui, c'est surprenant qu'on vous dise qu'on n'est pas français. Mais non. Votre nationalité, c'est pas la nationalité mais écoutez, française. madame, j'étais en prison. Mon numéro de matricule, c'était 71 403. C'est pas parce que mon numéro de matricule est 71 403 que c'est mon identité en tant que telle. On est né ici, on a vécu ici, mais je dis que la France appartient, j'ai envie de dire, à ses autochtones en tant que tels. On a tous un pays. Si on est ici, c'est pas parce qu'on est amoureux de la Tour Eiffel, il faut que vous le compreniez. Elle a très bien résumé, ma soeur. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne qu'il y a des gens qui pillent. Et là, on ne parle pas de tous les Français, entre guillemets, non. Il y a une oligarchie.
Donc ça me permet d'embrayer sur le deuxième sujet, sur l'autre sujet principal de cette soirée, qui est l'escroquerie antiraciste, non pas simplement en France mais dans le monde. Je pense que moi-même qui suis une figure dans le monde du militantisme noir francophone, je peux témoigner, je vais témoigner de mon parcours et ça me permettra d'embrayer justement sur ce sujet, puisque j'ai grandi en ayant toujours ce mot à la bouche. J'ai grandi dans les quatre coins de la France, bien souvent les plus où il n'y avait pas de noirs, d'accord. J'étais dans des patelins. Mon père étant médecin, médecin surdiplômé d'ailleurs, mais sous-coté par rapport à la valeur qu'il a fait. Donc on a été dans tous les patelins où il n'y avait pas de noirs, donc j'ai grandi toujours en me confrontant aux autres. Et c'est dans l'hostilité vis-à-vis des autres que la négritude, donc quelque part, est venue en moi. Donc ce qui est paradoxal, c'est que ce n'est pas en étant avec les miens que j'ai appris la fierté de soi, mais c'est en étant confronté aux autres que j'ai compris qu'il était nécessaire d'être fier de soi-même. Un arbre sans racine ne tient pas, mais un arbre sans dignité, j'ai envie de dire, s'effondre aussi. Et l'arbre de notre connaissance, l'arbre de notre conscience doit plus que jamais être arrosé par cette fierté, par cette virilité que Dieu nous a à la base, originellement parlant, donné. Donc quand on parle du racisme, moi c'est un mot magique que j'avais à la bouche tout le temps. Je veux dire que de toutes mes bagarres, c'est un secret pour personne que durant mon enfance, j'étais quelqu'un d'extrêmement bagarreur, durant même mon adolescence aussi. C'est d'ailleurs une réputation qui a continué à me suivre durant un certain nombre d'années, en région parisienne de manière générale, avant même que je rentre sur le terrain de l'activisme. Et quand j'étais dans les patelins, je me battais pour un sale négro qui m'était envoyé, pour un sale noir, sale raciste, retourne dans ton arbre, retourne dans ton pays, etc. Je me battais, je cassais des nez, on m'en cassait aussi. Souvent quand on est 1 contre 4, tu prends des coups, mais tu sais, à force de prendre des coups, finalement tes cicatrices deviennent des médailles. Et quand on te voit à distance, on sait très bien que le coup que tu donnes, qu'on te donne, tu le renverras au centuple. Donc quelque part, c'est quelque chose qui m'a aidé profondément. Et paradoxalement, je le dis, cette barbarie et cette hostilité m'a aidé. On vit dans une société aujourd'hui où, en Occident, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, c'est des choses que l'on sait, d'accord. L'esclavage a touché toute l'humanité, mais l'esclavage racialisé, suprémaciste, a touché, a effondré, a brisé, comme le disait le frère Michel tout à l'heure, les Noirs, psychologiquement au-delà de ce qu'on pourrait même imaginer, d'accord. Et dans ces schémas-là, il y avait des clichés d'infériorité qui ont été installés, qui ont été instaurés par un lobby, d'accord, qui était présent déjà au commencement, qui vendait au départ d'ailleurs des esclaves blancs, qui par la suite a vendu au milieu de la traite arabe parce qu'ils étaient arabophones. Je ne cite toujours pas leur nom, mais les gens comprendront de qui je parle quand je parle des Radanites ou autres. Ces esclavagistes dans la traite arabe étaient ceux qui étaient les meilleurs marchands, d'accord, et encore une fois, ils casseraient les esclaves noirs, et lorsqu'il y a la traite négrière, évidemment, ils ont été les premiers à se faire un plus grand bénéfice. Ils se sont après convertis au catholicisme pour se fondre dans la masse, mais ce lobby-là, c'est toujours présenté comme, qu'on le veuille ou pas, je le dis comme je le pense, j'ai pas peur de le dire, à la base des suceurs de sang. Je ne prononce pas le nom, mais quand je parle de ce lobby, quand je parle des actes, je pense qu'il est plus important de comprendre le raisonnement, c'est-à-dire de décrire les actes de la pieuvre plutôt que de nommer la pieuvre, parce que ces actes parlent plus que son nom. Voilà. Et dans cette réalité, une fois qu'elle a eu un bénéfice énorme, immense, et qu'elle s'est créée une fortune de telle sorte qu'elle est devenue quelque part la communauté mondiale la plus riche du monde, aujourd'hui, quand on parle d'elle comme de cette communauté des illuminés de Bavière, etc., derrière ces noms-là, derrière cette élite oligarchique, parce qu'on parle de franc-maçonnerie, mais il y a la franc-maçonnerie du ghetto, quand je dis ça je me comprends, mais il y a la franc-maçonnerie aussi de l'élite, d'accord. Et dans cette élite-là, ce sont toujours les mêmes familles que nous trouvons aux quatre coins du monde. Ils sont de toutes couleurs, ils sont de toutes confessions, en réalité ils ne croient pas en Dieu, même s'ils se présentent de différentes confessions, d'accord. Et ces gens-là, une fois que l'esclavage, la colonisation, tous ces mots-là sont passés, il y a toujours le néocolonialisme qui est là, il y a la lutte pour la dignité qui est toujours présente, ils ont pris le manteau, alors que c'était les premiers à être les monstres, j'ai envie de dire, ou nos bourreaux, d'accord. Ils ont pris le manteau désormais de ce qu'on appelle les philanthropes, c'est-à-dire qu'ils sont devenus soudainement humanistes. Ils ont vu que la cause qui rapportait le plus, c'était la cause pour la dignité de l'être humain. C'était la cause pour faire en sorte que l'être humain puisse être accepté par le système dominant, d'accord. Aux États-Unis, ils ont pris la tête du mouvement des droits civiques, ils ont chapeauté Luther King, de telle sorte que Luther King, et c'est ce qu'il disait à Harry Belafonte quelques jours avant sa mort, il a collaboré avec des gens du lobby, sans savoir, était dans une démarche d'intégration, parce qu'il pensait que l'intégration était quelque chose de positif pour la population noire. Il s'est rendu compte quelques jours avant sa mort qu'en réalité, il avait fait, c'est ce qu'il a dit à Harry Belafonte, il avait fait entrer son peuple dans une maison en feu, gardée par les agents les plus maléfiques qu'il existe sur cette terre. Et ces gens-là, c'était des gens envers lesquels il avait beaucoup d'estime au commencement, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ces gens-là étaient
est pris d'animosité. Dès lors que vous parliez d'indépendance réelle, ils étaient les premiers à vous traiter d'extrémistes, les premiers à vous traiter de racistes. Ces gens-là ont pris en otage la lutte pour le droit de la dignité. Ils ont pris en otage la lutte antiraciste. La lutte antiraciste, à la base, qu'est-ce que ça devrait être? Ça devrait être que chaque peuple puisse être respecté pour ce qu'il est et puisse ne pas vivre de préjugés.